Ne gardez pas votre argent à la banque. Non, surtout pas. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yacine. J'ai l'honneur d'être avec toi. Merci pour l'invitation. On va apprendre à investir, surtout en immobilier. C'est ton expertise. Au cours de ton expérience, tu as acquis plus d'une quarantaine de biens immobiliers. Tu es expert dans l'investissement, notamment tu as investi en crypto-monnaie, en immobilier, quoi d'autre? En bourse. En or. Ouais. Bref, s'il y a une personne pour vous aider à investir votre argent, c'est Yass. Et je t'ai préparé une série de questions. Donc là, il y a plusieurs thématiques qu'on va traiter. Il y en a 3 grandes. La première, c'est l'éducation financière de manière globale. La deuxième, c'est la stratégie immobilière. Comment faire, surtout quand tu es novice, tu sais pas dans quoi investir ni comment. Tu vas nous donner tous tes tips. Et la troisième, c'est stratégie de diversification. Ouah, la cheminée, elle est super chaude. Elle Ça envoie. va chaud, là. Mais bon, mais c'est ça qui. Ça va chauffer. Ouais, ça va chauffer dans cette vidéo. Donc ça, c'est trop cool. Mais avant de commencer, juste avant, j'aimerais bien parler un petit peu de ton parcours. Personnellement, tu as un parcours qui m'inspire énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent un petit peu d'où tu viens. Première question, à quel âge tu as commencé à investir? J'ai commencé à 28 ans, exactement. Ok. Et c'est quoi ton premier investissement que tu as fait et avec quel argent? C'était une colocation de 4 chambres et j'ai pas mis d'apport, donc on va dire avec 0. D'accord, c'est que la banque qui a financé la C'était colocation. du 110%, mais j'avais quand même de l'épargne, donc ça a rassuré la banque. Est-ce que tu as hérité d'une famille ou bien est-ce que tu as commencé à partir de 0? Pas du tout, parce que mes parents sont ouvriers. Ma mère est infirmière, mon père était retraité de la fonction publique, donc j'avais aucun capital de départ et c'est ce qui m'a donné la force d'investir. Ok, t'as fait des études? J'ai fait des études d'ingénieur, ouais. Et après, t'étais ingénieur. J'étais ingénieur en informatique. Ok, et qu'est-ce que tu connaissais que les autres salariés ne connaissaient pas? Je dirais que la plupart des salariés ignorent le pouvoir de l'effet de levier, le fait de pouvoir investir grâce à son salaire. Et je pense que c'est largement sous-estimé. Et c'est un pouvoir que tous les salariés devraient justement profiter. Ils ont du pouvoir entre les mains, mais ils le savent même pas. Exactement. Ok. Et je sais que toi, tu fais énormément de soirées réseautage. Donc, je te vois à plein d'événements à Paris, même à Dubaï, partout. C'est quoi le point commun entre tous les investisseurs qui réussissent? En fait, je dirais que la plupart des investisseurs, ce qu'ils veulent, c'est la liberté. Ils investissent pour une quête de liberté. Et tu l'achètes justement grâce aux revenus passifs ou grâce à l'argent qui a pu être fructifié via leur investissement. Et je dirais que ils veulent justement beaucoup vivre en dessous de leurs moyens. Donc ils sont, on va dire, entre guillemets, frugalistes. Et parmi ton parcours, c'est quoi l'erreur qui t'a coûté la plus chère et quelles leçons tu en tires? Ouais, j'ai pu investir dans certaines crypto-monnaies qui sont reparties à 0, on va dire. Ah ouais. Et ça, c'est de l'argent. Des shitcoins. Ouais, c'est ça, des shitcoins. Mais ça, c'est vraiment de l'argent que j'étais prêt à perdre. Donc c'est pas vraiment des erreurs. C'est plus de l'apprentissage, on va dire. Et puis c'est comme du gambling. Enfin, je parie sur telle ou telle crypto. Donc c'est pas vraiment, on va dire, problématique. Mais c'est cool. Là, actuellement, je sais que tu as un gros parc d'immobilier, mais je sais, alors moi, j'ai pas encore investi en immobilier, mais je sais qu'il y a les Airbnb, il y a la location longue durée, il y a les immeubles de rapport. Toi, dans l'IMO, c'est quoi ta spécialité un petit peu? Ça dépend de chacun, parce que chaque situation est différente. Mais moi, j'ai commencé par des colocations, parce que je trouvais que c'était cool d'acheter un appartement de grande surface pour avoir un prix au mètre carré qui est assez faible, pour pouvoir le louer de façon très rentable, puisque le prix au mètre carré à la location est plus élevé. Donc j'ai commencé par une colocation 4 chambres, et ensuite j'ai très vite basculé sur des immeubles de rapport, parce que du coup ça permet de augmenter son patrimoine et son nombre de biens assez facilement, parce que quand tu achètes un bien, tu vas une fois chez le notaire, donc autant y aller pour plusieurs appartements. Ouais, ok, t'achètes en lot. T'achètes en lot, voilà. C'est un ETF d'immobilier, quoi. C'est ça, t'as tout compris. Ok, trop bien. Alors là, on va parler éducation financière. Donc, on va rentrer dans la première grosse partie de la vidéo. Après, on reviendra sur l'investissement immobilier plus tard. Première question sur l'éducation financière. C'est quoi une leçon d'investissement que t'as appris, mais qu'on n'apprend pas à l'école? En fait, on n'apprend pas vraiment à investir. En fait, c'est vrai qu'il y a personne qui nous dit comment investir, pourquoi investir. Et l'importance d'investir, c'est super important. Et donc, je trouve que le plus important, c'est pas forcément d'épargner, mais plutôt d'investir son argent pour pas le laisser grignoter par l'inflation.
Ouais, donc mettre l'argent non pas sur son compte en banque, mais dans des actifs qui derrière génèrent encore de l'argent. Exactement. Ok, Exactement. très bien. Maintenant, si tu repars de zéro, mais tu as 10K sur ton compte en banque, dans quoi tu les investirais et pourquoi? Alors, ça dépend de ma situation. Si je suis salarié, j'utilise les 10K pour mettre dans un apport, en tant qu'apport pour un investissement locatif. Et si je veux pas investir dès maintenant en immobilier, je peux investir en bourse. Et du coup, j'ai un pourcentage tous les mois sur des actions à dividendes, par exemple. Et c'est un bon moyen de commencer à générer ses premiers revenus. Mais moi, je suis plus team immobilier, donc je préfère faire effet de levier avec la banque et investir ces 10K qui vont me ramener 100K. Parce que du coup, avec l'immobilier, on peut faire du levier x10. Ouais. Faudrait pas peut-être, alors je sais pas, mais un petit matelas de sécurité, parce que là, tu as juste 10K et tu vas all-in dessus, après il te reste 0. Ah oui, alors ça, non. Ça, c'est sûr que je mettrai pas all-in. Donc c'est 10K que tu es prêt à investir. Oui, Ah, ok. Après le matelas de sécurité. Oui, c'est ça. Okay. C'est 10K après avoir investi, après, on va dire, c'est 10K à investir. Mais d'accord. Pour moi, il y a de l'argent de côté. Mais bien sûr, on peut pas se retrouver à zéro. De toute façon, la banque ne voudra pas forcément. Ok, oui, oui. Donc du coup, c'est dans un deuxième temps, c'est d'abord on crée de la valeur, on économise de l'argent et après, dès qu'on a 10K à investir, utiliser la banque, faire un effet de levier bancaire. Et c'est combien? C'est 10%, c'est ça? C'est-à-dire qu'avec 10K, on peut lever 100K à la banque? C'est ça, parce que 10%, ça représente les 7% de frais de notaire et les frais de dossier et les frais de garantie. Donc, ce qui est hypothèque ou en supposant qu'on a un CDI et qu'on a une bonne situation financière stable. Exactement. D'accord. Exactement. Trop bien. Ouais. Économiser versus investir, lequel tu choisis et pourquoi? Forcément investir, parce que du coup, économiser, c'est cool, c'est bien. Mais si tu l'investis pas, du coup, tu perds de l'effet de levier et même avec l'inflation, ton épargne se fait grignoter. Donc moi, je préférais toujours investir. Bien sûr, en 1, c'est bien d'épargner, économiser, mais en 2, il faut à tout prix investir. Ça, c'est très important. Petite question un peu sympa. Imaginons dans un monde parallèle, tu deviens papa, tu as un enfant. C'est quoi le conseil en termes de gestion d'argent que tu lui inculquerais, que tu lui apprendrais et comment tu t'y prendrais? De pas dépenser son argent dans des futilités, dans des passifs, dans les bars, les boîtes de nuit, etc. Et d'apprendre à justement à avoir des achats intelligents, malins, pour justement rapporter plus à l'avenir. Donc que ce soit du contenu éducatif pour s'informer, que ce soit commencer à avoir une épargne pour investir dans l'immobilier. Et ça, je pense que je l'inculquerai très rapidement. Donc d'avoir cette logique d'investisseur et de pouvoir justement investir dans des actifs. Ouais, pas tout cramer l'argent que tu auras généré parce que ce sera ton fils aussi. Exactement. Donc je pense que je lui donnerai vraiment la logique d'investisseur très très rapidement. Ouais, ok. Pour que justement il ait les bonnes bases pour investir et avoir une pérennité dans le temps et d'avoir une sécurité financière à vie. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune, comme moi par exemple, qui souhaiterait se forger, se construire une petite épargne, même avec une petite somme? Je dirais que en fait, il faudrait calculer ce que tu dépenses tous les mois et mettre une partie automatiquement en épargne. Donc c'est-à-dire que on va dire sur ton salaire, tu prends par exemple 10%. Ok, imaginons que je gagne 2000, voilà, je prends 200 €. Tu prends 200 € et en fait, tu fais un virement automatique tous les mois sur un compte d'épargne, que ce soit PEL ou assurance vie ou autre. Okay. Et en fait, il faut que tous les mois, c'est un virement automatique, tu n'y touches pas. Okay. Et là, du coup, ça te permettrait de te discipliner et de se construire une épargne sans que tu y touches. Est-ce que le livret A, c'est un bon livret pour envoyer de l'argent dessus? Pour moi, le livret A, c'est juste une épargne de précaution. On va dire que c'est 6 mois de dépenses, mais pas plus. Bien sûr, ce qui est bien avec le livret A, c'est que c'est de l'argent liquide, donc tu peux très vite l'avoir. Mais vaut mieux l'investir. Ok, ça c'était pour la partie éducation financière. Maintenant, on va rentrer dans le cœur de ton métier avant de rentrer dans la diversification. Là, on va parler stratégie immobilière. Donc là, c'est ton dada. Première question, pourquoi l'immobilier et pour qui? Alors, l'immobilier, pour moi, c'est l'un des meilleurs investissements pour se construire une richesse dans le temps parce que tu investis de l'argent qui n'est pas à toi. Donc, c'est-à-dire que c'est un effet de levier qui est multiplicateur x 10. Donc ça, il n'y a aucun autre investissement qui te permet de lever autant d'argent. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est une épargne qui se construit sur le temps, en fait. Donc c'est-à-dire que quand tu investis tous les mois, tous les ans, tu amortis du capital
Et donc, tu te crées de la richesse. En fait, c'est comme si tu te construisais une épargne tous les ans à partir de rien. Tu vois. Et ça, il n'y a que l'immobilier qui le fait. Tu ne pourras pas avoir un crédit pour investir en bourse ou en crypto, par exemple. Tu vois. Il n'y a que l'immobilier. Donc, c'est super important d'avoir l'immobilier. Et c'est de la pierre, ça ne bouge pas. Donc, tu as toujours tes clés. Ça ne va pas se volatiliser. Donc, c'est à toi. Ouais. Là, tu parles pour les Français. Pour les Français, je parle. Attention, je parle le pour les levier Français. bancaire français. Voilà. Et ça s'adresse principalement à des salariés. Pourquoi ? Parce que le CDI, d'être salarié en France, c'est le meilleur statut pour investir. Ok. Donc, ça s'adresse surtout aux salariés. Même si, en tant qu'entrepreneur, tu peux aussi investir, mais surtout aux salariés. En parlant d'immobilier, toi, à titre personnel, c'est quoi la pire expérience que tu as vécue dans l'IMO et comment tu as fait pour la résoudre ? Un jour, il y a un locataire qui m'appelle. C'était très tôt le matin. Il m'envoie un message sur WhatsApp, une vidéo de mon immeuble qui a cramé. Donc, voilà, il y a eu un gros incendie, un compteur liquide qui a explosé. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts corporels, il n'y a pas eu de blessés ni de morts, heureusement. J'ai touché du bois. Mais quand j'ai reçu ce message-là, j'étais dévasté. Ah ouais. J'avais même peur, du coup, qu'il y ait des victimes, et aussi peur pour ma responsabilité, parce que voilà, t'es quand même propriétaire, donc ça fait toujours ça fait vraiment peur. Ouais, ça fait peur. Et donc j'ai essayé tout de suite d'appeler le locataire pour savoir s'ils allaient bien, de les rassurer, de savoir s'ils étaient bien pris en charge. Et ensuite j'ai appelé mon assurance pour déclarer le sinistre, et j'ai lu toutes les lignes de mon contrat d'assurance pour vraiment m'assurer que j'étais bien assuré. Et heureusement, j'étais bien assuré, donc c'est principal. Ok, donc l'immeuble a cramé, mais t'as quand même été remboursé parce que c'est pas de ta faute. C'est quoi, c'est un compteur d'électricité, c'est ça qui est court-circuité ? T'es assuré, donc voilà, ils vont juste plus ou moins avoir un pourcentage en fonction de la vétusté du bien. Mais oui, en gros, c'est un défaut d'électricité, enfin c'est un défaut d'un câble qui a court-circuité au niveau du compteur. Feu, ok. Plus de peur que de mal. Plus de peur que de Là, il me semble, elle est en reconstruction, tu m'avais dit. Ça commence. Trop cool. Maintenant, plus concrètement, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi le profil qu'adorent les banquiers pour emprunter de l'argent ? Je dirais déjà les salariés, comme j'ai déjà dit, mais le meilleur profil, c'est d'être fonctionnaire. Ah ouais ? Le fonctionnaire, les banques adorent ça parce que c'est un profil très stable et c'est la fonction publique, donc ils vont difficilement être virés par rapport au secteur privé. Mais bon, c'est le meilleur profil, mais c'est pas pour autant qu'en CDI tu peux pas emprunter. Donc, ok, je vois. Ouais. T'en avais un petit peu parlé au début, mais là j'aimerais que tu rentres un peu plus en détail. Quand tu recherches un bien pour investir dedans, c'est quoi les critères que tu regardes ? Est-ce que tu regardes plutôt si c'est un studio, un immeuble de rapport, comme tu disais, la localisation ? C'est quoi les critères à regarder ? Ça dépend vraiment de l'expérience, du profil de la personne. Et des objectifs surtout. Ok, si tu pouvais faire par niveau, ça serait quoi ? En fait, si tu cherches vraiment une forte rentabilité, tu peux t'orienter sur de la location courte durée, mais c'est bien pour avoir de bons cash flow, mais il y a plus de gestion, même si tu délègues à une conciergerie. Si tu veux juste avoir un appartement qui se valorise, mais en même temps qui rapporte du cash flow, c'est bien d'avoir une colocation, surtout quand on commence, parce que du coup, tu achètes un appartement, tu rénoves, tu mets en location. Et au lieu d'avoir juste une rentabilité moyenne, tu as une plus haute rentabilité parce que tu loues à la chambre, donc c'est plus rentable. Et si tu as un peu plus d'expérience et que tu veux prendre un tout petit peu plus de risques avec une bonne capacité financière, tu peux t'orienter vers des immeubles de rapport. Et là, du coup, on va dire, c'est rentable, mais en même temps, tu grossis beaucoup plus vite ton patrimoine. Donc, tu as une vision plus long terme. Tu vois. Alors que sur la location courte durée, tu as plus une vision plus court terme parce que le bien il s'use plus vite. Et si tu veux ne pas forcément regarder la rentabilité, mais que tu veux un bien qui s'apprécie dans le temps et faire plus du patrimonial, tu peux acheter des studios ou des T2 en plein centre-ville d'une bonne ville. Et là, du coup, tu vas profiter d'une plus-value long terme. Avant d'acheter un bien, comment tu fais pour regarder si la localisation elle est bonne et elle est rentable ? En fait, il y a deux éléments. Premier élément, c'est le prix au mètre carré. Et deuxième élément, c'est la tension locative et combien tu peux louer. Et en fait, plus le prix au mètre carré est bas et la tension locative est élevée, plus tu as une forte rentabilité. Donc en fait, il faut viser, on va dire, des villes qui sont intéressantes au prix au mètre carré. Moins de 2 000 € du mètre, c'est très bien. Et des villes qui sont en pleine expansion, où c'est dynamique,
tu sais qu'il va y avoir pas mal de locataires, ça peut être pas mal. Donc il y a pas mal de sites qui sont répertoriés sur Internet. Il y a Meilleur Agent par exemple pour voir le prix au mètre carré de certaines villes, le tensiomètre locatif pour voir la tension locative d'une ville, et pas mal de sites de comparatifs d'agrégateurs d'annonces, par exemple e-box que je vois. Il y a pas mal de données aussi d'analyse dessus. Donc c'est très important d'utiliser ces outils pour définir une zone géographique. Pour quelqu'un qui a jamais investi en immobilier, comme ça peut être mon cas, comment je fais concrètement pour avoir un prêt à la banque? C'est quoi les procédures à suivre? Je dirais que le plus important, c'est d'avoir des comptes clean. C'est-à-dire qu'il il ne faut pas faire des dépenses injustifiées, d'avoir des paris en ligne, paris sportifs, faire des virements pour des crypto-monnaies, elles aiment pas trop les banques. Ah, et tout ça, ils regardent. Ouais, elles aiment pas trop. Être à découvert, d'avoir des agios, elles aiment pas du tout. Donc, je dirais d'avoir des comptes clean, avec d'avoir plus de salaire que de dépenses, forcément, et de pas faire des achats trop compulsifs. Et aussi, je te recommande même comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir un virement automatique tous les mois vers un compte d'épargne. Ça montre ton sérieux. Bien. Elles adorent ça. Okay. Et aussi, de jouer le jeu, forcément avec les banques, et d'être dans un partenariat gagnant-gagnant. On n'est pas là pour prendre un prêt, on est là pour avoir une association gagnant-gagnant sur le long terme. Donc c'est-à-dire, ok, moi j'ai besoin d'un crédit, mais je suis en accord avec le fait que je peux prendre vos produits. Donc c'est-à-dire qu'on peut ouvrir des comptes d'assurance vie chez eux, des comptes PEL, des cartes bancaires. Ok, je vois. Location courte durée ou location longue durée? Et pourquoi? Alors, location courte durée, si on veut prendre plus de risques et plus de rentabilité à court terme, c'est cool. Et plus de gestion par contre. Mais pour moi, je suis plus team location longue durée parce que j'ai une vision long terme. Et pour moi, le patrimoine immobilier, ça permet d'avoir une sécurité financière à vie et assurer même sa retraite. Donc je vois ça plus sur le long terme. Donc je pense qu'on peut avoir une bonne rentabilité sur de la longue durée. C'est quoi les plus gros imprévus en immobilier et comment tu fais pour les gérer? Alors ce qui est très très commun, on va dire, c'est les fuites. Très souvent, il peut y avoir des fuites d'eau. Ouais, les fuites d'eau. Ouais. Les fuites d'eau sont très fréquentes. Donc pour se sécuriser, je dirais qu'il faut avoir un bon plombier déjà. Ouais. et aussi vérifier annuellement tous ces appartements pour en prévention, voir si tout est raccord et que le banquier puisse intervenir assez rapidement. Ça c'est très important et être bien assuré aussi. Je te remercie pour ces conseils. Maintenant, on va passer au dernier chapitre sur la stratégie de diversification. Là, on a parlé éducation financière, stratégie immobilier, maintenant stratégie diversification. Première question, hormis l'immobilier, c'est quoi les autres moyens d'investissement et pourquoi ils sont intéressants? Après, l'immobilier, ce qui est bien, c'est l'effet de levier, mais les autres investissements permettent d'avoir une fonction plus passive, on va dire. Parce que l'immobilier, c'est cool, mais c'est pas totalement passif. Il y a quand même de la gestion derrière, il y a quand même de l'administratif. Et les autres actifs, c'est des actifs financiers surtout. Donc je vois la bourse, la crypto-monnaie par exemple, c'est beaucoup plus passif, peut-être plus risqué, mais plus passif. Donc je sais que moi j'avais investi en bourse et en crypto-monnaie, mais c'est plus pour me diversifier et pour faire fructifier mon capital sur le long terme. Donc crypto-monnaie pour prendre plus de risques, mais du coup il faut prendre qu'une partie du capital que vous êtes prêt à perdre du coup, parce que c'est plus risqué. Et la bourse en complément, sur, on va dire, des actions américaines, c'est assez stable sur le long terme, sur 10 ans, 20 ans, enfin, plusieurs décennies, ça a toujours été rentable. Donc, je dirais que coupler les deux, c'est pas mal aussi. Ok, je vois. Ouais. C'était quoi ton premier investissement en bourse? Et si c'était à refaire, t'investirais dans quoi? Moi, j'ai commencé à investir sur des actions à dividendes américaines. Okay. C'était en fait, au lieu j'aurais pu commencer à investir dans un ETF. Ouais, c'est le S&P 500. Ouais, par exemple, le S&P 500. MSCI World. Ouais, c'est ça ou autre. J'ai préféré ne pas le faire parce que j'ai toujours préféré avoir une meilleure rentabilité. Ah, toi, t'es agressif. Comprendre le système et me dire, j'ai une gestion peut-être plus active, mais ça me permet d'avoir des meilleures rentabilités sur les actions à dividendes. Et ce que j'aime bien avec les actions à dividendes, c'est que ça te permet d'avoir des revenus passifs entre guillemets, parce que du coup ça peut tomber quasiment tous les mois en fonction de ce que tu as investi.
Et donc, ouais, mes meilleurs investissements en bourse, c'est les actions à dividendes américaines. C'est les plus rentables. Ok. Ouais. Si c'était à refaire, tu le referais? Bien sûr. Ok. Et je continue à le faire. Ok, trop bien. Dernière question sur l'investissement. Après, j'en ai une autre bonus. Investir à l'étranger, pour qui et pourquoi? Alors, déjà, moi, il faut savoir que j'ai pas encore investi à l'étranger. Mais l'investissement à l'étranger s'adresse plus à des investisseurs plus avancés qui veulent diversifier leur patrimoine, qui ont déjà pas mal amorti leur capital en France, justement, et qui veulent justement diversifier dans d'autres pays, peut-être payer moins d'impôts, avoir des lois qui changent moins. C'est vrai qu'en France, on est plus imposé et on a les lois qui changent pas mal. Et le but, c'est pour des gens qui veulent diversifier leur patrimoine et aussi qui ont plus de capital, parce que du coup, tu n'as plus le bénéfice de l'effet de levier, même si tu peux l'avoir dans certains cas. Les banques ont plus de mal à te financer à l'étranger. Donc, il y a plus de capital à mettre. Donc, ça s'adresse à des gens qui ont plus de moyens. Des gens qui ont déjà une fortune et qui veulent se diversifier. Exactement, donc plus achat plaisir ou patrimonial, ou miser dans des pays qui peuvent justement prendre des grosses plus-values. Par exemple, Dubaï en est l'exemple, avec un marché qui fluctue d'année en année et qui explose. C'est un moyen de diversifier. Donc ça s'adresse plus à des personnes qui, soit entrepreneurs, qui ont du gros capital à investir, et là du coup ils peuvent investir massivement à l'étranger, du coup ils n'ont pas besoin des banques, soit des personnes qui ont déjà pas mal à capitaliser, qui ont vendu des biens en France et qui veulent investir à l'étranger. Là du coup ça s'adresse plus à eux. Ça c'est une question bonus. Dernière question. C'est quoi le trait de caractère qui fait qu'un investisseur va réussir sur le long terme et pas un autre? Résilience. C'est le mot-clé. C'est le plus important. Parce que c'est pas si simple, ça reste compliqué, c'est pas donné à tout le monde, mais la résilience va faire que tu vas tenir dans le temps. Parce que tu auras forcément des hauts et des bas. Des fois, tu auras envie d'abandonner, clairement, parce que voilà, il y a quand même des galères à gérer, il y a aussi pas mal d'administratifs. Donc, vraiment, la résilience, c'est la clé. Et le fait de rester fixé sur ses objectifs, ne pas abandonner et malgré les difficultés, avancer, aller de l'avant, trouver des solutions et être résilient dans le temps. Ça, c'est vraiment la clé de tout investisseur sur le long terme. Parce que j'ai toujours une vision de long terme et pour moi, la résilience, c'est vraiment le point fort d'un investisseur. Trop fort. Je te remercie pour toute cette valeur. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le lien juste en dessous. Et on a d'autres des vidéos comme ça à venir. Il y en aura beaucoup. Allez, let's go. Je te remercie, Mr. Winmax. Avec plaisir.